bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h, voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé une réunion spéciale sur le contrôle du marché et la lutte contre la spéculation. Plus de détails dans quelques instants. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a entamé aujourd'hui la présentation devant les membres du Conseil de la Nation de la déclaration de politique générale du gouvernement. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce matin à Alger la cérémonie d'ouverture du Forum d'affaires à Algérie sur l'énergie. Un forum de 2 jours avec pour objectif de promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes. Sommet arabe, la cause palestinienne, un volet important qui sera abordé lors de ce sommet qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains. Le peuple palestinien attend avec impatience cet événement dans lequel il place de grands espoirs. Au Maroc, la commune de Drarga vit depuis des années une situation que les habitants de la région qualifient d'insoutenable. Ils sont sortis en masse dans les rues de la ville pour exprimer leur colère quant à l'extrême précarité dans laquelle ils vivent. Nous irons par la suite explorer les splendeurs d'une merveille architecturale, celle du musée du Bardo à Alger. Chaque année, il attire des milliers de visiteurs curieux de découvrir les moindres détails de ce monument et vivre l'impression d'avoir voyagé à une toute autre époque. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion spéciale sur le contrôle du marché et la lutte contre la spéculation. La réunion a porté sur la situation actuelle du marché, les perturbations dans la distribution de certains produits de consommation et le diagnostic du dysfonctionnement. Le président de la République a donné par la suite des instructions pour lutter et faire face fermement à ces comportements. La réunion a vu la présence du Premier ministre et des ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances, de l'Industrie, de l'Agriculture, du Commerce et des Transports, ainsi que les responsables de tous les organes de sécurité. Alors justement, s'agissant de la lutte contre la spéculation, 30 individus impliqués dans des affaires de spéculation sur des produits alimentaires de large consommation ont été présentés devant le parquet du tribunal de Sidi Mohamed, section lutte contre le terrorisme. 25 ont été placés en détention provisoire, 4 sous contrôle judiciaire et 1 personne libérée. Ces derniers seraient impliqués dans des affaires provenant des wilayas de Boumardès, Tébessa, El Taraf, Tamanrasset, Sétif, Souahras, Djelfa et Ouargla. Pour rappel, les dispositions de la loi 1521 contre la spéculation prévoient l'application de peines sévères aux personnes impliquées dans ces crimes, allant jusqu'à 30 ans d'emprisonnement et la perpétuité si ces crimes sont commis dans le cadre d'une bande organisée. Spéculation illicite suite aux décisions du président de la République lors du dernier Conseil des ministres. À Gherdaya, les citoyens ont salué ces mesures et se disent optimistes quant à leur concrétisation. Yanis Aybekhassen. Les dernières décisions du président de la République concernant la spéculation ont pour but de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, mais également l'économie nationale. Une nouvelle qui a rassuré les Algériens qui souhaitent voir sa concrétisation sur le terrain. Nous saluons la décision du président de la République concernant la lutte contre la spéculation qui a pour but de protéger le pouvoir d'achat des citoyens. D'autre part, il faut que le consommateur achète que ce dont il a besoin. Nous remercions le président de la République pour sa décision de lutter contre la spéculation. Nous espérons que les décisions prises par le président de la République soient appliquées. La spéculation, un phénomène qui a pris de plus en plus d'ampleur, souvent causé par le monopole de certains commerçants, mais également du mauvais comportement des consommateurs. Les denrées alimentaires de première nécessité telles que la semoule, l'huile et le sucre sont disponibles. Il faut juste que le consommateur sache faire ses courses. Nous allons faire en sorte que les citoyens soient informés des engagements de l'État pour mettre un terme à la spéculation, mais également faire en sorte que les commerçants aussi respectent ces décisions.
Le président de la République a assuré la poursuite de la lutte contre la spéculation. Il a mis en exergue le rôle du gouvernement dans la garantie de la disponibilité et de la stabilité des produits alimentaires, et ce à travers la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes. Car nous avons remarqué que la spéculation est devenue la source principale de revenus pour ces commerçants véreux. C'est pour cela qu'il est important de travailler en coordination avec les autorités concernées spécialisées et la société civile pour lutter contre la spéculation. Des décisions qui ont pour but de protéger le pouvoir d'achat des citoyens et protéger l'économie nationale, mais également de garantir la disponibilité des aliments dans les marchés. Une démarche qui dénote également l'intérêt que porte le gouvernement à l'amélioration de la situation sociale du citoyen. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présenté aujourd'hui devant les membres du Conseil de la Nation la déclaration de politique générale du gouvernement. La séance plénière consacrée à cette présentation a été présidée par le président du Conseil de la Nation, Salah Boudjil, en présence des membres du gouvernement. Le Premier ministre a exposé en chiffres et en données détaillées l'action du gouvernement dans différents secteurs d'activité, ainsi que les bilans de réalisation du gouvernement depuis septembre 2021. Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que l'État a enregistré une dynamique économique de l'aveu même à des institutions financières internationales et conservera son caractère social. On écoute le Premier ministre. الصدمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنتين الأخيرتين، ومع ذلك فإن هذه الظروف الصعبة التي لم تثني من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه السيد رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن نتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكثيرة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن. La Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté de l'Assemblée populaire nationale a célébré le 60e anniversaire de l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation des Nations Unies en tant qu'État membre. Durant cette rencontre, il a été question des efforts diplomatiques sur les plans régional et international déployés par l'Algérie en faveur des causes justes. Dans le cadre des festivités marquant la Journée nationale de la diplomatie, en présence du président de la PN, Brahim Bourali, du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamara, du conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahom, du conseiller du président de la République chargé de la mémoire nationale, Abdelmajid Chiri, d'anciens diplomates et du coordinateur résident des Nations Unies en Algérie. On écoute ces déclarations. L'Algérie aujourd'hui consent des efforts colossaux à tous les niveaux et sur tous les fronts, sous la conduite du président de la République, Abdelmajid Tebboune, afin de consacrer ses valeurs et convaincre toutes les parties prenantes de la nécessité du dialogue, de l'entente, de faire face aux injustices et de soutenir les causes justes à travers le monde. En parallèle, je tiens à souligner ce qui est fait à notre niveau en termes de diplomatie parlementaire, laquelle s'inspire dans ces démarches des orientations du président de la République. Tous nos efforts abondent dans le même sens afin de soutenir les efforts de l'État algérien dans sa diplomatie proactive qui a démontré sa grande capacité à faire bouger les choses et à convaincre. Désormais, la diplomatie algérienne a repris sa place au niveau régional, continental et international. Nous sommes fiers que l'Algérie puisse compter sur la diplomatie officielle, la diplomatie parlementaire, la diplomatie populaire, la diplomatie sportive, la diplomatie religieuse et la diplomatie militaire. Tous ces aspects et ces acteurs renforcent l'action de l'Algérie à l'étranger et son influence sur le cours des choses. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a présidé ce matin à Alger la cérémonie d'ouverture du Forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie, en présence du ministre de l'énergie et des mines Mohamed Arqab, de la commissaire européenne à l'énergie Kadri Simpson, du président du Conseil national économique, social et environnemental, en plus de parlementaires, des représentants des ambassades des pays de l'UE accrédités en Algérie, de hauts cadres de ministères, entreprises et institutions nationales, ainsi que d'associations industrielles et organisations patronales. Ce forum de 2 jours a pour objectif de promouvoir les investissements et les partenariats industriels entre les entreprises algériennes et européennes dans le secteur de l'énergie et d'engager des partenariats mutuellement bénéfiques. On écoute le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. أود أن أذكر
Je voudrais rappeler que la coopération entre l'Algérie et l'Union européenne ne date pas d'aujourd'hui. Nous célébrons d'ailleurs le 20e anniversaire de son instauration, ce qui a permis de mettre en place des cadres de partenariat, même s'il est aujourd'hui nécessaire de l'améliorer et de le renforcer continuellement, ce qui a permis, dans le passé, de mettre en exécution plusieurs initiatives et mesures. Cette coopération a été renforcée dans le domaine de l'énergie avec un mémorandum d'entente et un accord administratif permettant d'encadrer le dialogue de haut niveau entre les deux parties. Ce deuxième forum est l'un des résultats palpables de ce dialogue qui constitue un élément essentiel dans le partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, car la fourniture d'énergie de manière sûre, durable et compétitive est une priorité et une des bases de la stabilité et de la prospérité des deux parties. De ce fait, il était nécessaire de renforcer et d'évaluer le dialogue avec nos partenaires européens dans tous les domaines afin de consolider cette coopération et œuvrer ensemble pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant qui garantit et préserve les intérêts des deux parties. Il est utile de rappeler que dans le domaine de l'énergie, l'Algérie est le plus grand producteur de gaz naturel en Afrique et le troisième fournisseur de l'Europe en gaz naturel. L'Europe qui constitue à son tour le marché le plus important pour le gaz algérien, ce qui explique la solidité et la force des relations qui nous unissent et le dialogue continu entre l'Algérie et l'Union européenne dans le but de renforcer la sécurité énergétique et promouvoir les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. La commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, a quant à elle affirmé que l'objectif de l'Union européenne lors de ce forum est de créer des liens concrets, des relations d'affaires durables, de favoriser la confiance et d'aider à définir ce que tous les acteurs et parties prenantes peuvent faire pour renforcer le lien entre les entreprises algériennes et européennes du secteur de l'énergie. On l'écoute. L'Algérie est l'un des partenaires les plus fiables pour l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et il est naturel de se tourner vers elle au moment où les marchés de l'énergie européens font face à des turbulences. L'Union européenne et l'Algérie peuvent conjointement renforcer de manière durable leur coopération énergétique, le volet du gaz étant le maillon central de leur partenariat énergétique. Le marché européen est encore dépendant à 90% des importations de gaz et je me réjouis que l'Algérie investisse dans de nouvelles explorations gazières et de nouveaux projets de production. L'Union européenne est également prête à renforcer sa coopération avec l'Algérie dans les énergies renouvelables et l'hydrogène. Notre objectif est de créer des liens concrets, des relations d'affaires durables, de favoriser la confiance et d'aider à définir ce que tous les acteurs et parties prenantes peuvent faire pour renforcer le lien entre les entreprises algériennes et européennes du secteur de l'énergie. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a aujourd'hui appelé à Alger les entreprises algériennes investies dans le domaine des énergies renouvelables à redoubler d'efforts pour augmenter les capacités de production locale et ainsi réussir la transition énergétique, assurant que le pays dispose de potentialités lui permettant de réduire la consommation des hydrocarbures pour dégager des surplus à l'exportation. Visitant une exposition des entreprises algériennes organisée à l'occasion de la tenue du second forum d'affaires Algérie-Union européenne sur l'énergie, le Premier ministre a rappelé que l'Algérie disposait d'une capacité d'énergie solaire de 3000 heures par an. Ayman Ben Abdelrahman a également invité les dirigeants des entreprises et les responsables d'institutions en charge du secteur énergétique à faire appel aux compétences nationales, précisant que le pays dispose d'un capital humain hautement qualifié. Mohamed Younes El Menfi, président du Conseil présidentiel libyen, est arrivé aujourd'hui en Algérie dans le cadre d'une visite de 2 jours. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. La cérémonie d'accueil s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Merad.
Sommet arabe, la cause palestinienne, un volet important qui sera abordé lors de ce sommet qu'abritera Alger les 1er et 2 novembre prochains. Le peuple palestinien attend avec impatience cet événement dans lequel il place de grands espoirs. Il espère en tout cas que ça permettra de renforcer sa cause et unir les rangs arabes. Wissam Abou Zaïd et Walid Yousfi. À quelques semaines de la tenue du sommet arabe à Alger, le peuple palestinien exprime son engouement quant à l'organisation de cet événement majeur en Algérie. Un sommet qui promet de se pencher sur les préoccupations des peuples arabes, notamment le peuple palestinien. On espère que ce sommet arabe sera à la hauteur des attentes de tous les peuples arabes. C'est un événement très important, notamment de par le lieu qui abritera ce sommet. Un pays tel que l'Algérie est capable d'unir les rangs de la nation arabe. Si tous les Arabes s'unissent, c'est sûr que ça serait positif pour nous et cela ne peut que renforcer la position de la cause palestinienne et de la Palestine. Tout cela représente un pas de plus vers la liberté de la Palestine. Le peuple palestinien place de grands espoirs dans ce sommet arabe, surtout en ce qui concerne le soutien des droits du peuple palestinien et de son droit de vivre dans un État indépendant et souverain avec El-Quds occupé comme capitale. Ce sommet sera également l'occasion pour les Palestiniens de crier haut et fort leur opposition à la normalisation et de mettre le monde et ses institutions internationales face à leurs responsabilités. Nous souhaitons que cessent toutes les formes de normalisation avec l'occupant sioniste et que ce sommet arabe devienne l'occasion d'unifier les rangs de la nation arabe. La cause palestinienne est au cœur des débats et sera l'une des questions les plus importantes de ce sommet. Cela dénote de l'importance qu'accorde ce pays, l'Algérie, à la cause palestinienne. La cause palestinienne fera donc partie des sujets importants qui seront abordés durant le sommet arabe d'Alger les 1er et 2 novembre prochains, un sommet qui se veut unificateur et rassembleur. Les journalistes présents au forum des médias arabes qui se déroule aux Émirats arabes unis sont unanimes. Les résultats qui découleront du sommet d'Alger auront un impact positif sur le monde arabe. On écoute. Le sommet arabe qui se tiendra à Alger est un sommet qui a vocation à unifier les rangs des pays arabes et leur position. Ce sommet se tiendra dans un contexte régional et mondial très particulier. Et le fait qu'il se tienne à Alger, ça lui confère une symbolique particulière pour tout citoyen arabe qui aspire à la liberté et à la souveraineté de la nation arabe, loin de toute ingérence étrangère. Le royaume du Bahreïn est honoré de participer à ce sommet et contribuer à son succès, ainsi qu'à la stabilité et à la paix dans tous les pays arabes. Le journaliste libanais Sami Klaïb n'a pas taré d'éloges à l'égard de l'Algérie et de son rôle dans l'unification des rangs de la nation arabe. Je vous propose de l'écouter, il était hier au forum de la radio nationale. Ce sommet sera une réussite parce que l'Algérie a les capacités et les moyens, ainsi qu'une jeunesse engagée et une volonté claire unissant son peuple, son armée et ses dirigeants, chose rare dans les autres pays arabes. Comme je l'ai mentionné dans un de mes articles, la nation arabe a grand besoin de s'inspirer de l'Algérie pour retrouver sa dignité et construire ainsi un avenir commun pour tous les pays arabes. Sans cela, aucune unité de la nation n'est possible. L'Algérie a été brillamment élue aujourd'hui en tant que membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2023-2025 en reconnaissance à son rôle de pays pivot dans sa région, soucieux de promouvoir les principes et valeurs des droits de l'homme dans le monde. Elle a récolté 178 voix au cours du scrutin qui s'est déroulé à New York lors de la 17e séance plénière de l'Assemblée générale de l'ONU. L'accession de l'Algérie au CDH à partir du 1er janvier 2023, pour la 3e fois depuis la création de cet organe en 2006, lui permettra non seulement d'œuvrer à la promotion et à la protection des droits de l'homme à travers le monde, mais aussi de confirmer la place qui est la sienne au concert des nations et confortera sa candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025, dont les élections se tiendront en juin 2023. Lors d'une réunion de la commission intersectorielle pour le suivi de l'indice mondial de l'innovation, le ministre de l'Industrie, Ahmed Zardar, a affirmé aujourd'hui que l'Algérie avait gagné 5 places au classement général de l'indice mondial de l'innovation, et ce par rapport à 2021, donc l'an dernier. Pour rappel, cet indice est un indicateur et une référence internationale en matière de classement des économies des pays selon les progrès enregistrés en matière de propriété intellectuelle, de haute technologie et de complexité de la production et des exportations.
Dans le cadre de la satisfaction des besoins des structures du ministère de la Défense nationale et des différentes entreprises nationales, publiques et privées, et sous la supervision directe de la direction des fabrications militaires du ministère de la Défense nationale, il a été procédé aujourd'hui à Tiaret, en 2e région militaire, à la livraison de 348 véhicules de marque Mercedes-Benz destinés à l'intervention rapide, au transport de personnel sanitaire et de marchandises, au profit de la direction centrale du matériel du ministère de la Défense nationale, de la Direction générale de la Sûreté nationale, des administrations publiques ainsi que des entreprises économiques civiles, publiques et privées. Les détails avec Nakhla Larbi. 348 véhicules ont été livrés par la société algérienne de fabrication des véhicules de marque Mercedes-Benz de Tiaret au profit du ministère de la Défense nationale, mais aussi de différentes directions et entreprises publiques et privées. 348 véhicules de marque Mercedes-Benz, dont 114 4x4 et 234 véhicules utilitaires ont été livrés. Sachant qu'en 2022, on a procédé à la livraison de 2984 véhicules de différentes catégories et gabarits, destinés notamment à l'intervention rapide, au transport de personnel, au transport sanitaire et de marchandises. Il a été procédé à la livraison de véhicules utilitaires et de véhicules tout-terrain équipés destinés à différents usages et entreprises. La direction centrale du matériel a acquis 161 véhicules tout-terrain au profit des unités de l'armée nationale populaire à travers le territoire national. Nous avons réceptionné 13 véhicules sur 90 véhicules blindés. Je représente une structure hospitalière privée située à Kolo. Nous venons de réceptionner 2 ambulances de marque Mercedes-Benz toutes équipées. Nous avons acquis un seul véhicule au profit du CHU de Mostaganem. Apparemment qui est un bon produit. Cette opération traduit la volonté affichée par le ministère de la Défense nationale. Elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie de ce dernier de répondre aux besoins du marché national à travers la fabrication de véhicules de haute facture, conformément aux objectifs de développement de l'industrie militaire. Lancement hier de la 6e édition du Salon international de la revalorisation et récupération des déchets REVAD 2022 au Palais des Expositions à Alger. Plus de 70 opérateurs issus de différentes wilayas y participent. Le salon est placé sous le thème « L'investissement dans le secteur des déchets, une valeur ajoutée importante à l'économie nationale ». Il est destiné à la fois aux professionnels et au grand public et représente une opportunité d'échange d'expériences. Malim Damis. Plus de 70 exposants ont participé au salon REVAD. Cet événement économique constitue un rendez-vous majeur pour les entreprises de collecte, de transport, de tri et de valorisation des déchets. On a la matière première à travers le recyclage des batteries usagées. Donc du moment qu'il n'y a pas de minerai en Algérie, il y a un gisement urbain, on appelle gisement urbain, toute batterie usagée est recyclable. Donc on aimerait bien soulever un problème qui va à l'encontre de notre existence. Le problème, c'est l'export de la matière première qui est le plomb. Cet événement favorise l'échange des expériences en matière de gestion des déchets entre les opérateurs et permet la présentation des matériels et des techniques utilisées dans le traitement des déchets et le recyclage. KD est une organisation étatique relevant de la tutelle du ministère de l'Environnement coréen. Nous participons à ce salon dans le cadre de la coopération entre les pays concernés par cet événement. L'objectif, c'est de valoriser les déchets. C'est une entreprise de recyclage et de récupération de toute matière recyclable, non métallique. Notre premier objectif, c'est le développement durable et zéro déchet pour que la planète respire. C'est notre but. Ce salon offre une opportunité de découverte et de transfert de technologies où se rencontrent les principaux acteurs du marché des déchets avec les spécialistes de la filière. Et puis cette triste nouvelle, Cheikh Ja'far Al-Faki, connu sous le nom de Abou Abdesalam, membre de la commission ministérielle de la Fatwa, est décédé ce matin à l'âge de 76 ans. Natif de Béjaïa, le défunt a appris le Coran dans la mosquée de son village natal avant d'obtenir une licence en langue et littérature arabe pour poursuivre ensuite ses études en post-graduation. Feu Abou Abdesalam a occupé plusieurs postes au niveau du ministère des Affaires religieuses et des Waqf et contribué à la formation des cadres de l'éducation et de l'enseignement universitaire. Il a également animé de nombreuses conférences dans les maisons de jeunes, les instituts de formation et les manifestations scientifiques avec le Haut Conseil islamique. Et le regretté était connu pour ses précieuses contributions et participations aux émissions de télévision et de radio. Il sera enterré demain
après la prière du Dor au cimetière de Sidi Noumen dans la commune de Boulourine à Alger. À lui, nous appartenons et à lui, nous retournons. Dans l'actualité à l'étranger, les attaques de l'armée sahraoui qui se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. Hier, des détachements avancés de la PLS ont intensifié leurs bombardements contre les forces d'occupation marocaines dans les régions de Rouss, Oudiet, Chadida et Al-Fayessine dans le secteur d'El Forsia. Au Maroc, la commune de Drarga vit depuis bien des années une situation que les habitants de la région qualifient d'insoutenable. Ils sont sortis en masse dans les rues de la ville pour exprimer leur colère et leur indignation quant à l'extrême précarité dans laquelle ils vivent. Les détails avec Yasmine Massoudi. Marginalisés depuis des années, les habitants de la commune de Drarga au Maroc n'en peuvent plus. L'injustice dont ils sont victimes et la précarité dans laquelle ils vivent les poussent à investir la rue et à exiger le minimum pour une vie décente, eau potable, école et hôpital. عندها التهميش في جميع الاشياء اللي كيخصوا المواطنين ما عندهاش مدرسه عندها فيها الاكتظاظ نقصها في جميع الحاجه يعني حتى الشاحنه اللي كتجمع الازبال النفايات يعني ما كتوفرش عليها ساكنه تاع دار بوبكر كيجمعوا الازبال وكيحرقوهم علينا في الليل واش هذا يعقل ما عندناش الكوليج والليسي والابتدائي حتى هو فيه الاكتظاظ بزاف كنطلبوا باش يديروا لنا المدرسه الابتدائيه والاعدادي والثانوي. La colère et l'indignation ont atteint leur paroxysme. Les habitants de la région, qui en ont assez des promesses mensongères des dirigeants de leur pays, demandent un changement radical. مهمشه لواحد الدرجه ما كتصور عندنا بزاف ديال الاشياء يعني حتى المطالب ما بقيناش عاقلين باش نحسبوهم والمسؤولين راه ماشي هذه المره الاولى اللي حنا واقفين قدام الجماعه دابا المره الثالثه ولا هي المره الرابعه باش كنجيو هنا وكيوعدونا بالوعود اللي هي كاذبه كل مره كيقولوا لنا سيروا ها هو الكوليج جاي سيروا ها هي المدرسه جايه هذا لا يعقل. ولادنا في خطر هذا عيب هذا عار ولادنا في خطر هذا عيب هذا عار. Les Marocains font montre d'une détermination à toute épreuve en poursuivant leurs manifestations et en organisant des sit-ins dans l'espoir de mettre un terme à une situation devenue insoutenable. Et avant de clôturer ce journal, on vous emmène explorer les lieux d'une beauté historique, le musée du Bardo à Alger. Chaque année, il attire des milliers de visiteurs curieux d'explorer les moindres détails de ce monument et vivre l'impression d'avoir voyagé à une toute autre époque. Splendeur d'une merveille architecturale, c'est avec Essia Rib et Rina Lohari. Classé monument historique en 1985, puis musée national, le musée du Bardo compte aujourd'hui 16 500 pièces paléolithiques et néolithiques, certains datant de la préhistoire, alors que d'autres reflètent la richesse de notre culture, africaine notamment. Le musée accueille temporairement des expositions ethnographiques africaines composées de 150 objets exposés, comme les masques portés lors des cérémonies ou rites funéraires des tribus africaines et des ustensiles utilisés dans la vie de tous les jours. Niché dans un écrin de verdure et de fraîcheur, le musée du Bardo, qui était à l'origine une résidence d'été, dont la construction remonte au XVIIIe siècle, est caractérisé par son architecture néo-mauresque. Ce musée s'étend sur une superficie d'environ 6000 m², dont un tiers consacré au palais et un tiers réservé aux jardins et espaces non bâtis. Sahat el-Kham, ou la cour, est le point central qui donne sur les différents appartements du palais. Construite à la fin du XVIIIe siècle, Villa des Fahs, somptueuse demeure qui était destinée à l'accueil des notables, ne cesse d'attirer un grand nombre de visiteurs au quotidien, de par sa richesse architecturale et historique et ses jardins luxuriants. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient demain à midi avec Emina Zeouf. Je vous retrouverai pour l'édition du soir 19h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.